Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. Elles s'adaptent à n'importe quel support. Elles accompagnent aujourd'hui tous les exploits, les caméras sportives. Nous les avons testées. Caméscope, appareil photo ou téléphone portable avec fonction vidéo, que choisir pour filmer les meilleurs moments de vos vacances? Des réponses pratiques et techniques ce soir. Dans l'univers de la vidéo des sports extrêmes, les toutes petites caméras qu'on peut fixer sur un casque, un guidon, une planche de surf, ces caméras sportives ou embarquées ont provoqué une véritable révolution. S'il vous prend l'envie de vous équiper vous aussi, rien de plus facile a priori. Vous obtiendrez une qualité professionnelle à un prix abordable, du moins c'est ce qu'on vous fait miroiter. Alors autant le vérifier avec un test pratique dans un premier temps. Installation, action, comparaison de la belle enquête de terrain dans tous les sens du terme, avec au guidon Bernard Genier, réalisation Andrea Sotro. Activité estivale de plus en plus populaire, nous avons choisi le vélo tout-terrain pour tester une sélection de 4 caméras sportives. Nous sommes assistés par l'ingénieur responsable des tests caméras pour l'association belge des consommateurs Test Achat. Première constatation, ces appareils sont tous livrés avec une batterie d'accessoires. Un mécano de pièces variées dont il convient tout d'abord de comprendre l'utilité précise et le mode d'emploi. La Sony, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Non, livré avec parce qu'ils ont plusieurs accessoires, mais bien sûr, c'est payant. C'est payant, oui. Oui. Donc, nous allons fixer 3 caméras parmi les plus courantes. Une Sony, une Contour et une GoPro sur un casque. La 4e, une Midland, sera placée sur le guidon du vélo. Sur un support lisse, le principe est le même pour toutes les caméras. Le boîtier de protection fourni d'origine est fixé sur une monture autocollante. Avant d'appliquer ce support, il faut faire très attention à bien prendre ses repères. Comme ça, on peut le coller comme ça, je crois. Bien sûr, si on le colle, c'est perdu. Hein. Il faut acheter les autres accessoires. Hein. donc on ne peut pas se tromper. Non, tout à fait, parce qu'il livre que 2 adhésifs avec. Simple de prime abord, l'opération se révèle finalement assez compliquée. Nous conseillons de l'effectuer à la maison plutôt qu'au dernier moment, surtout si le temps presse ou que la météo est incertaine. Les modèles GoPro et Contour se fixent sur le casque avec les mêmes précautions. Avantage de la Contour, un réglage de l'horizon et 2 défauts, un poids et un encombrement sensible. La GoPro propose des réglages dans toutes les directions. Mais sur le côté, l'ensemble peut s'avérer potentiellement dangereux en accrochant des obstacles dans l'action. La Sony plus simple est fixée à demeure. Elle est assez exposée verticalement et n'offre pas de réglage de position. La caméra Midland est fournie avec de très nombreux accessoires, mais ses systèmes de fixation ne semblent pas de même qualité que les autres. Ça va pas tenir longtemps. Hein. Non, ça c'est vrai. Le serrage sur le guidon en particulier est insuffisant. Mais il faut noter que nous aurions pu également fixer cette caméra sur le casque. Après une assez longue installation, les 4 modèles sont prêts à entrer en action. Il marche, fonctionne la Sony. Ouais. Souvent elle ne démarre pas à cause du faux contact. Oui, tout à fait, maintenant ça marche. Premier tour de roue dans la campagne genevoise. Un premier comparatif révèle immédiatement de grandes différences entre les caméras. Avec une première évidence, les vidéos de la Midland sont de qualité inférieure, mais surtout la fixation directe sur le guidon fait tressauter les images, un choix qui offre de moins bons résultats qu'un positionnement sur le casque. À chacun de choisir ses priorités, puisque, rappelons-le, une caméra fixée sur la tête peut dégrader les capacités d'amortissement du casque en cas de chute. Sur le plan pratique, nos 4 caméras n'offrent pas les mêmes possibilités d'intervention sur les réglages.
Pour la manipulation sur place, qu'on a vu aussi, ici, si on veut changer le mode d'enregistrement, il faut aller dans le menu. Et comment il faut le faire? On ne peut pas toucher le bouton, donc il faut de nouveau enlever de sa boîte. Et ça, c'est pas le cas avec la GoPro, par exemple, parce qu'ici, on peut utiliser le bouton même si il se trouve dans sa boîtier. D'une manière générale, les caméras ont toutes fonctionné correctement pendant le test, encaissant sans broncher les contraintes du VTT. Mais l'une d'entre elles a décidé de s'arrêter avant les autres. Le grand désavantage de la GoPro Black, c'est la batterie qui ne tient pas très longtemps. Mais pour le reste, c'est une caméra agréable à utiliser. Un premier bilan d'utilisation montre que ces caméras sont solides et qu'elles sont capables de réaliser de bonnes images dans des conditions difficiles. Côté négatif, le son est généralement médiocre. De plus, il faut impérativement se plonger dans le mode d'emploi pour les utiliser. Et surtout, le prix des indispensables accessoires peut considérablement faire grimper la facture. Vous avez vu qu'il y a de grandes différences entre ces 4 caméras sportives et comme on en trouve bien d'autres encore, d'autres modèles sur le marché, on ne va pas se limiter à cela. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Eh bien effectivement, pour compléter ce test pratique, voici les résultats d'un test technique réalisé en laboratoire par les organisations de consommateurs au niveau européen et américain. Un grand merci d'ailleurs à l'organisation fêtière Euroconsumer parce que ce sont des tests complexes que les moyens financiers d'ABE ne permettraient pas. Nous avons retenu les résultats de 10 caméras facilement disponibles en Suisse romande, en magasin ou sur des sites internet suisses, dans une fourchette de prix allant de 250 à 550 francs. Alors au niveau des critères, les évaluations sont essentiellement basées à la fois sur la qualité de l'image et du son, sur la durée de la batterie, sur la résistance à l'eau et au choc, ainsi que sur la portabilité et la polyvalence des appareils. Ceci étant clair, les résultats, on commence par le bas du palmarès. La caméra la moins bien classée de notre échantillonnage, c'est la caméra ATC Chameleon de chez Oregon Scientific. Elle n'obtient qu'un peu plus de 44 points sur 100. C'est aussi la moins chère de notre échantillon. C'est la faible qualité de la vidéo en lumière normale comme en lumière basse qui l'a déclassée, malgré une assez bonne durée de batterie. Vous avez ensuite la caméra Contour Plus 2. Elle a une assez bonne qualité d'image et un petit laser pour régler l'horizon, mais sa taille est très importante pour une caméra d'action et les réglages ne sont pas très pratiques. Un tout petit peu mieux, la Midland, une caméra avec une très bonne autonomie de batterie, une qualité malheureusement péjorée par une faible qualité de l'image et du son, sans parler d'une finition bon marché. La différence est plus nette avec la Contour Roam 2 qui obtient plus de 57 points. Bonne durée de batterie, mais une qualité d'image et de son très moyenne. Et puis, dans un mouchoir de poche, la JVC GC XA1 Addiction. Sa qualité d'image moyenne est compensée dans le test par un petit écran qui vous permet de voir ce que vous filmez, et puis par la qualité de son boîtier qui vous dispense d'acheter une protection supplémentaire. Tous les boutons sont donc, grâce à cela, en permanence à votre portée. En 5e position, la GoPro Hero 3 Silver Edition avec plus de 58 points sur 100. C'est la caméra la moins bien classée de la marque GoPro, marque emblématique de ce type de caméra. C'est sa qualité d'image très moyenne qui lui vaut une note un peu plus faible que les autres, mais elle a une autonomie de batterie acceptable et tous les accessoires GoPro à disposition. Alors, 4e de ce classement, une autre GoPro, la GoPro Hero 3 Black Edition. Cette caméra présente la meilleure qualité d'image des GoPro, mais par contre, une durée de fonctionnement de la batterie très faible, 90 minutes seulement, et avec le Wi-Fi éteint. À 549 francs, c'est quand même la caméra la plus chère de notre test. Un peu plus haut, 3e, la Sony HDR AS15 avec 60 points les poussières. C'est la meilleure qualité d'image de notre test et elle s'en tire bien également au niveau du son. Mais elle est un peu encombrante et on ne peut pas atteindre les boutons du menu lorsqu'elle se trouve dans son boîtier de protection. Médaille d'argent, la GoPro Hero 3 White Edition. Elle bénéficie d'une bonne autonomie, 150 minutes, et d'une assez bonne qualité d'image, mais le son n'est pas à la hauteur. La victoire finalement revient à la Ghost HD de Drift Innovation, plus de 62 points. Cette caméra ne gagne pas grâce à sa qualité d'image, qui est moyenne sans plus, ni grâce au son, qui est au même niveau que les autres. Non, elle doit sa victoire à ses 3 heures d'autonomie, à son écran LCD très clair et au nombre d'accessoires présents
dans la boîte à l'achat. Merci Luc. Caméraman amateur ne veut pas dire qu'on se contente d'une image médiocre, non. Alors pour s'y retrouver dans la jungle des appareils, nous avons sollicité des professionnels et recréé des situations tout à fait réalistes. Regardez. Smartphone, appareil photo et caméscope, nous avons choisi parmi les meilleurs classés dans les tests européens, avec une limite de prix fixée autour de 600 francs dans la moyenne de ce type d'achat. Pour les téléphones, nous avons retenu le nouvel iPhone 5 et un concurrent, le Samsung Galaxy S3. Chez les appareils photo, un modèle réflexe, le Canon 650D, en kit un peu plus cher, mais qui permet de changer d'objectif. Et un compact tout-terrain, le Nikon Coolpix AW110, étanche et anti-choc. Pour les caméscopes, la petite Sony HDR GW55, un modèle qui permet de filmer sous l'eau, ainsi qu'une caméra de pointe plus traditionnelle, la Panasonic HCV 520. Faut que j'appuie là-dessus? Mais oui, t'appuies là-dessus pour lancer la vidéo. Comme la plupart des utilisateurs, généralement impatients, nous avons extrait ces appareils de leur boîte, nous n'avons pas lu l'éventuel mode d'emploi et nous sommes sortis filmer. C'est important en gardant strictement les réglages standards proposés par les fabricants. Et pour mieux comparer ces appareils entre eux, nous avons fait appel à un professionnel. Yves Matet, réalisateur et caméraman. Vous étiez amoureux depuis combien de temps que vous étiez mariés? Avec la complicité de deux comédiens, notre réalisateur a reçu pour mission de juger de la facilité d'utilisation des différents modèles et de tourner des images dans des situations bien particulières, censées révéler les limites de ces appareils et marquer leurs défauts. Première difficulté, le contre-jour. Face à une lumière violente, un bon capteur électronique devrait équilibrer les images et conserver un maximum de détails dans les ombres. Toujours à peu près ça, ok. Première constatation, on remarque que tous ces viseurs en fait ont un défaut, c'est qu'ils sont brillants et ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas protégés par comme un viseur traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'œil dans le viseur, donc du coup on est ébloui, donc on sait que approximativement à ce qu'on filme. Déjà, les premières différences apparaissent avec quelques gros défauts. Autre exercice imposé, celui du rendu des couleurs. Là encore, il est question d'équilibre et de fidélité par rapport au modèle original. Nos appareils testés montrent encore des différences, quelques images sont flatteuses mais saturées, d'autres interprètent carrément la réalité. Épreuve suivante, la captation d'une action. Ici, nous cherchons à tester le suivi de l'autofocus ou l'éventuelle déformation des images. L'essai met aussi en évidence quelques problèmes ergonomiques. Merci. Celle-là, quand je panote rapidement, ce genre-là, elle m'annonce panoramique trop rapide et elle m'empêche de regarder le sujet que je suis en train de filmer. Celle-là, par contre, quand on allume ici, paf, une fois sur deux, la molette se tourne et on ne se retrouve plus sur le menu sur lequel on était auparavant. Petit problème, voilà, ergonomique. Dernière étape en extérieur, celle du feuillage en mouvement entre ombre et lumière. Un exercice redoutable que les professionnels affectionnent tout particulièrement lorsqu'ils doivent choisir un outil performant. Avant d'approfondir les résultats du tournage, notre réalisateur nous livre son bilan pratique, personnel, après une journée passée avec les 6 modèles d'essai. Alors c'est a priori du matériel tout assez léger, hein, donc il faut faire attention de ne pas les laisser tomber, c'est fragile, ça reste fragile. Je trouve que les smartphones sont très pratiques parce qu'on les a toujours sur soi, donc très rapides. Et puis les réflexes, en fait, là où ils sont bien, c'est qu'ils sont un peu plus lourds, donc on fait des images plus stables. Et à titre personnel, moi j'aime bien la petite caméra étanche, parce que je trouve que c'est sympa, on peut filmer sur un bateau à voile ou dans la mer, dans une piscine, voilà, très sympa. Effectivement, un petit plus pour 2 de nos modèles, le Nikon Coolpix et la caméra Sony GW55 permettent de filmer sous l'eau,
Ces deux appareils sont donc résistants aux intempéries. Nous avons ensuite confié nos films au bon soin d'une société spécialisée, en faisant intervenir son responsable de la correction d'images de cinéma. Jean-Noël Henriou, responsable post-production. Exploiter nos images dans un format professionnel sans les dégrader s'est révélé plus compliqué que prévu. En effet, chaque fabricant utilise un système de traitement de fichiers différent, un labyrinthe dans lequel l'amateur risque de se perdre. Pour moi, je pense que c'est fait pour être la jungle. Il y a très peu de modèles, avec en tout cas dans les marques différentes, avec des spécifications identiques. Souvent, on trouve des formats différents, des fréquences d'image différentes, des codecs différents. Et je crois que c'est un petit peu fait aussi pour dérouter le grand public, selon moi. J'avoue que moi-même, si je devais faire un choix aujourd'hui, je serais un peu embêté, en fait. Une fois traitées, les images ont été préparées pour le visionnement. Elles ont été assemblées séquence par séquence, puis caméra par caméra. Et nous avons ajouté une difficulté supplémentaire, un tournage en intérieur, pour observer les réactions de nos 6 modèles face à un mélange de lumière et un changement brutal d'exposition. Quatre représentants des métiers de l'audiovisuel ont accepté d'analyser notre test. Damien Molino, cinéaste et technicien post-production. Séverine Bard, chef opératrice. Camille Cotagnou, chef opérateur. Et Nicolas Vadimov, réalisateur de films et de documentaires. Réunis dans une salle de cinéma lors d'une projection sur grand écran, notre jury a été soumis à un test à l'aveugle. Pour la diffusion thème par thème, toutes les caméras étaient mélangées, jamais dans le même ordre. Et lorsque les différentes situations étaient proposées caméra par caméra, les modèles n'étaient pas spécifiés, en rappelant juste leur prix, autour des 600 francs. Je trouve que pour le prix, la qualité, elle est vraiment extraordinaire. Franchement, pour la différence de prix, c'est 10 fois moins cher même plus, c'est 50 fois moins cher qu'une caméra professionnelle. On n'a pas 50 fois moins de qualité, ça c'est sûr. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes, plus ou moins les mêmes qualités et les mêmes défauts, à savoir un piqué d'image assez impressionnant. Je pense que c'est surtout par ça qu'ils se distinguent par rapport aux générations précédentes. Et puis en même temps, tous plus ou moins les mêmes difficultés lorsqu'on utilise les fonctions automatiques, à faire des plans bougés, des panneaux et à faire le point. Nos jurés disposaient d'un formulaire détaillé pour noter les performances des appareils. Dans le cadre de ce test, en bon professionnel, ils ont immédiatement repéré leurs principaux défauts. Il y a des grosses différences dans la manière dont ils rendent la couleur. Je pense qu'ils sont très différents dans leur rendu de couleur. Et ça aussi de cas en cas, c'est-à-dire avec le même appareil, j'ai l'impression qu'il y a des fois il s'en sort bien, puis d'autres fois il s'en sort pas du tout. Il y a quelques différences. Il y en a qui ont des points faibles au niveau du son, mais qui s'en sortent bien avec l'image. J'ai souvent vu un petit peu des faiblesses au niveau des mouvements. Dès qu'il y a un petit peu de vent, on a des gros bruits, des gros ronflements dans le son. C'est clair que ça entache un peu l'image aussi, on va dire. Le visionnement terminé, les formulaires ont été réunis, les notes traitées par les collaboratrices de l'émission et les résultats de notre test à l'aveugle se montrent très cohérents. Se classe 5e et dernier ex-aequo, le Samsung, piégé principalement par son traitement des couleurs. Et le Canon 650D, pénalisé notamment par l'autofocus et par le son. Je pense que c'est un appareil photo au départ, donc je pense qu'une des faiblesses, c'est effectivement le son, puisque c'est des appareils qui viennent à partir de l'image. Le gros problème pour ce genre d'appareil, c'est l'autofocus. L'autofocus, comme il y a un gros déplacement mécanique, vu que c'est des objectifs interchangeables, eh ben, ça va s'entendre dans le son. Et c'est là, ça c'est ce qui est arrivé. On t'a fini, oui, va faire à manger plutôt, non? En 4e position, l'iPhone 5, qui réagit très mal au mouvement. Le Nikon Coolpix, globalement moyen, monte sur la 3e marche du podium. À la 2e place, on trouve un des deux caméscopes, le Panasonic HCV 520.
Et c'est la caméra Sony qui réunit tous les suffrages, classée première à la moyenne générale, mais aussi placée en tête par chacun de nos jurés. J'ai le souvenir que c'est sans doute un de ceux qui supportait le mieux les mouvements de caméra, en fonction automatique toujours. C'est un de ceux qui supportait le mieux le contre-jour, je pense, et qui avait un piqué tout à fait remarquable, une définition d'image extrêmement bonne lorsqu'il y avait des couleurs assez criantes et qui gérait bien ça. Voilà. J'ai trouvé qu'elle avait une courbe de contraste très intéressante. Dans les contre-jours, on n'avait pas le ciel qui était brûlé et en même temps on avait la définition sur les visages. C'est ce qu'on cherche vraiment, c'est le moins de contraste possible pour typiquement les conditions de lumière difficiles. Devant tant de différences en fonction du type de situation, il faudra fixer ses priorités, ergonomie ou qualité de l'image par exemple, avant de choisir l'appareil qui convient le mieux pour filmer ses vacances. Une fois le modèle choisi et les séquences en amoureux ou en famille fixées pour l'éternité, soit vous les laissez dormir dans un fichier d'ordinateur, soit vous les classez, les téléchargez pour vos amis, vous en faites un montage avec les meilleures prises. Simple à dire, mais là encore, notre équipe de choc a pu constater que ce ne sont pas les obstacles qui manquent. Le test d'image terminé, nous avons confié les fichiers enregistrés par nos 6 modèles à un monteur professionnel. Alexandre Bugnon, monteur. Donc la mission, c'est en 1 heure de monter un petit film qu'on puisse montrer à sa famille. Bon, eh bien, défi relevé. Celui-là non, ça c'est pour... Pour réussir l'exercice sur un ordinateur grand public, notre testeur va utiliser en priorité des systèmes de montage gratuits et accessibles à tous. Ah non, sauf le Galaxy qui est la même que... On va plugger cette affaire avec un format assez peu moyennement standard déjà. Première tentative avec le Samsung Galaxy S3. Un appareil classé dernier ex-aequo par notre jury de professionnels. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous utilisons les logiciels iMovie pour ordinateur Apple et Movie Maker pour PC sous Windows. Dans des conditions de vacances, sans mode d'emploi et sans prise de conseils sur les forums internet. Le montage des images du Samsung se déroule bien, un petit film est téléchargé sur le net en une demi-heure, mission accomplie. On a un peu moins d'1 minute pour 20 secondes d'image. Ça déjà, ça se rapproche un peu plus de... Tentative suivante avec le Canon 650D, classé 5e et dernier ex-aequo dans notre test précédent. Le montage se fait instinctivement, la mission est également remplie. Très bien. Je plugué, j'ai pu importer facilement les images, les glisser directement dans le logiciel de montage, pas de message d'erreur. Et c'est au tour de l'iPhone 5, 4e de notre classement. Aucun problème de montage avec le logiciel PC. Et sur le système Mac, la logique de convivialité du fabricant est respectée, le film est rapidement accessible sur le net. Récupération sur iMovie, on sent que c'est fait pour ça, et puis même si on n'y connaît pas grand-chose, instinctivement, au bout de 30 secondes, 1 minute, en essayant des trucs, on y arrive, et puis c'est fait pour être simple. Sur la lancée, connexion du Nikon Coolpix, arrivé 3e lors de notre comparatif. Au lieu de brancher directement l'appareil, nous utilisons un lecteur de carte universel pour importer les images. Je vais récupérer mes images, et ce genre de petites choses qui coûtent à peu de choses près de 20 francs. Franchement, déjà on transfère beaucoup plus vite les images, et puis on s'évite beaucoup de stress. Le format des fichiers enregistrés par le Nikon est parfaitement compatible avec nos 2 systèmes de montage. L'essai est transformé. C'est bien, c'est déjà un USB classique. La situation va se compliquer avec l'importation des images du caméscope Panasonic, 2e de notre classement. Le logiciel Apple ne reconnaît pas le format des fichiers, le montage direct n'est pas possible. Vraisemblablement, on a un format assez peu courant et qui nécessite une conversion du fichier, donc une étape que normalement le Kidam n'aurait pas à devoir faire. En revanche, le logiciel Movie Maker sur PC accepte de travailler sans difficulté les images de la Panasonic, mais il faut fouiller dans les menus pour pouvoir afficher un film en haute définition.
Enfin, les jours suivants, nous avons testé sur PC le logiciel HD Writer fourni directement et recommandé par Panasonic. Le montage s'est avéré très compliqué par la faute d'un système peu intuitif. Même problème avec la caméra Sony qui a gagné notre test. Le logiciel Apple ne reconnaît pas spontanément ces images, alors que le logiciel Movie Maker sur PC permet de monter un film et de le télécharger sur Internet. Là encore, nous avons recommencé la manipulation avec le logiciel Play Memories, recommandé par Sony et livré avec la caméra. Nous avons eu beaucoup de peine à maîtriser un système opaque, pas instinctif, dont l'utilisation nous a paru complexe. C'est énormément de boulot pour un film de vacances, je trouve. Enfin, c'est gâcher la moitié de ses vacances pour monter le film de l'autre moitié. Il est très dommage de constater que les deux caméras, arrivées en tête de notre test à l'aveugle, n'offrent pas de solution de montage propriétaire plus conviviale pour profiter de la pleine qualité de leurs images. Amateurs de situations compliquées, vous savez maintenant quel appareil est fait pour vous. Sauf que dans l'esprit vacances, le mieux c'est de viser un appareil robuste, par exemple le Nikon Coolpix étanche et anti-choc, qui n'est peut-être pas le top du top en tout, mais qui vous donne des images relativement faciles à transférer sur Internet.